Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Un petit exemple. La cathédrale, la basilique de Yamoussoukro, si je me rappelle bien du nom, c'est aberrant. Il y a une Américaine qui vient de lancer une opération, c'est il y a plus de 30 ans, en disant, le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qu'ils vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Alors si la colonisation politique a été faite à 1%, c'est-à-dire vraiment un simulacre, si la colonisation spirituelle, elle n'a jamais été faite. La décolonisation spirituelle n'a jamais été faite. Vous continuez de singer les Européens en vous appuyant comme eux et en reniant vos valeurs et vos traditions. Vous continuez surtout, une décolonisation religieuse s'impose. Apostasiez, débaptisez-vous, envoyez massivement des lettres aux églises en disant je renie le baptême, je retourne à la religion de mes ancêtres pour qu'ils soient fiers de moi. Voilà. Alors la décolonisation de l'Afrique, c'est 50 ans de perdu, mais il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour commencer, et les meilleurs alliés, j'ai un projet, moi, je trouve que le projet, il est en train de se mettre en place, des États-Unis d'Afrique, des Royaumes unis d'Afrique, car il faut revenir aux groupes ethniques, aux nations ethniques originelles, qui se fédèrent dans une Europe unis, comme les Européens le font, dans une Europe unie, dans une Afrique unie, un Kama uni, les royaumes unis de Kama. Et tous les pantins mis en place par l'Europe sous forme de grands États avec des présidents et des ministres disparaissent pour laisser place aux royaumes originels avec des rois, des ministres qui prenaient soin de leur peuple, de leur groupe ethnique, tous ces gens-là fédérés dans une fédération des États de Kama, avec une monnaie nouvelle, l'afro on peut l'appeler, ou le camo, une monnaie unique et la suppression de toutes les barrières douanières qui va aider à la suppression du plus grand cancer de l'Afrique, qui est la corruption. Car tout ce qui est importé, qui traverse des frontières, c'est une génération de corruption dont vous, Africains, vous souffrez tous les jours. En supprimant les frontières, en supprimant les barrières douanières, comme l'a fait l'Europe, il y a la suppression d'une grande partie, d'une majorité de la corruption qui ronge l'Afrique. Donc ça, c'est simple, c'est vite mis en place. Et en plus, l'Afrique n'est pas seule. C'est-à-dire que les populations d'Afrique ont des alliés extraordinaires, qui sont en train d'ailleurs de commencer à s'occuper de l'Afrique, mieux que les anciens colons. La Chine, par exemple. Or, la Chine, actuellement, et ça dérange les Américains et les Européens, la Chine est le plus gros investisseur en Afrique. Et c'est fantastique. Parce qu'ils savent très bien le problème, parce qu'ils ont été colonisés eux aussi. Donc il faut que les États-Unis et le Royaume-Uni d'Afrique, tous les États africains, coupent leur communication, coupent les investissements, interdisent les investissements européens et demandent aux autres colons de s'associer avec eux. Un genre de fédération planétaire des anciens colonisés. La Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud, avec Chavez qui fait des choses fantastiques au Venezuela, si tous ces pays victimes de l'ancien impérialisme européen
s'allient, et les Américains ont très peur de ça, et les Européens ont très peur de ça, le nain européen est balayé. Et c'est ce qu'il faut faire. Le futur de l'Afrique, c'est une alliance non seulement économique, mais également militaire pour se protéger sur tous les plans, pour se protéger des colons qui sont prêts à tout. Qui sont prêts à tout pour revenir. Parce que tant que l'économie fonctionnait à peu près bien, on était à la décolonisation, hein, c'était beau, c'était mode, c'était fashion. Mais maintenant que le crash économique en Europe et en Amérique s'installe, les Européens et les Américains vont de nouveau avoir faim. Ils sont déjà dans la rue. Ils sont déjà homeless un peu partout. Le nombre de chômeurs augmente à une vitesse incroyable. Le système économique mondial est en train de s'effondrer. Donc, dès qu'ils vont avoir faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leurs intérêts économiques vont reprendre le dessus et ils vont vouloir recoloniser les colonies qu'ils ont perdues dans le sang, dans les invasions et dans des génocides. Donc, et on voit tout cela commencer à prendre forme sous prétexte d'aide au tiers-monde, sous prétexte de pacifier. C'est l'occupation illégale de l'Irak par les États-Unis, parce que leur premier intérêt, c'est de prendre le pétrole. Si demain, il y a une véritable indépendance de l'Arabie Saoudite et des autres pays producteurs de pétrole, et ce que fait Hugo Chavez au Venezuela, qui est en train de vouloir être indépendant, les Américains ont très peur, et les Européens aussi, parce qu'ils perdent le contrôle du pétrole. Donc, il n'y a pas de vraie décolonisation. Et pour se protéger de cela, il faut que l'Afrique, la Chine, l'Inde, Chavez au Venezuela, tout cela s'allie pour créer une banque mondiale des anciens colonisés, qui s'entraident, des investissements qui s'entraident, des soutiens, des alliances militaires pour se protéger des anciens colons qui vont avoir très rapidement une seule envie, c'est de revenir par la force. Donc, et tout cela, on le voit déjà. Vous avez en Afrique des militaires, par exemple, français, anglais aussi, mais français, qui sont là au titre de la coopération. C'est un très très beau nom, la coopération. Ça veut dire qu'ils sont là, puis alors on donne l'excuse de dire, s'il y a une déstabilisation politique, eh bien, ces militaires français vont pouvoir protéger les populations françaises qui vivent en Afrique. Un instant là. S'il y a une déstabilisation en Europe, et ça arrive dans certains pays, est-ce qu'il y a des militaires africains pour protéger les Noirs qui y vivent? Non. Alors donc il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de réciprocité, c'est toujours un paternalisme et un tempérament de conquistador qui est en place pour dire vous êtes indépendant, mais attention, hein, on vous surveille, on vous patronise quand même, on regarde si tout va bien, sinon on va revenir. C'est inacceptable. D'où l'intérêt pour l'Afrique de s'allier avec la Chine, qui est quand même le plus grand pays du monde et la première puissance économique du monde maintenant, qui est également un quart pratiquement de l'humanité. C'est pour ça que les Chinois, là c'est fini maintenant, ils sont en train de devenir la superpuissance mondiale et ils n'auront plus jamais d'invasion. Ils ont les armes nucléaires, c'est pas très bien, il faudrait que tout le monde les enlève, les armes nucléaires. Mais vu la quantité massive qu'il y a en Europe et en Amérique, ils ont raison d'en faire. Si vous voulez qu'on n'en fasse plus, détruisez tout ce que vous avez en Amérique et tout ce que vous avez en Europe. Alors là, on verra. C'est tellement risible quand on voit les États-Unis et l'Europe dire oh, l'Iran va avoir une bombe atomique, il faut envahir l'Iran. Il y en a 10 000 aux États-Unis, il y en a 10 000 en Europe. Alors, commencez par détruire celle que vous avez avant de vous inquiéter de la bombinette atomique que peut-être l'Iran fera un jour et qui a le droit. Pourquoi les États-Unis, les anciens impérialistes européens, auraient le droit d'avoir des bombes atomiques? Puis l'Inde, non, la Chine, non, l'Afrique, non, évidemment, surtout pas. Mais non, l'égalité, elle est là pour tout le monde. À la Chine et l'Inde, ensemble, c'est bientôt 3 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'humanité. Et cette moitié de l'humanité, l'Afrique doit la rejoindre en tant qu'ancienne victime de la colonisation et créer une internationale des anciennes victimes de la colonisation, sans esprit de revanche. Car l'amour et la compassion doivent aussi régner, sans jamais faire subir aux Européens et aux Américains ce qu'ils ont fait subir aux autres, mais en empêchant que ça se reproduise, et en étant traités au moins à égalité. Et il se peut très bien, avec les richesses économiques et intellectuelles que possède le bloc Chine, Inde, Afrique, Amérique du Sud,
qui ont toutes les ressources mondiales, qu'un jour, l'Europe et les États-Unis soient en situation de tiers-monde. Et il appartiendra aux gens de l'Afrique et aux anciens colonisés d'aider mieux, s'il vous plaît, que ce qui a été fait pour vous, parce que c'était l'aide au développement, c'était plutôt une aide au sous-développement. Il vous appartiendra, à vous, population future de l'Afrique et de Kama, et des États anciennement colonisés, d'aider sincèrement. Actuellement, les Africains font la queue pour émigrer dans les pays riches, en France, etc. Je vous prédis, moi, le prophète Raël, qu'un jour, les Européens feront la queue pour être acceptés comme immigrants en Afrique. J'espère, je compte sur vous pour les traiter mieux qu'ils vous traitent quand vous voulez aller en Europe. La situation est en train de se retourner, vous le voyez déjà apparaître, tout ce que je vous raconte là. Énormément de nouveaux diplômés des universités françaises, au lieu de trouver un travail en France ou aux États-Unis, reviennent au pays, reviennent en Afrique, parce qu'ils y sont mieux traités, parce qu'il n'y a pas de racisme, parce qu'ils vont pouvoir s'y développer d'une façon beaucoup plus forte, en créant des entreprises en Afrique. Et les Chinois ont compris ça, qui commencent à investir massivement en Afrique. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Augmenter ses liens avec la Chine, avec l'Inde, avec Chavez au Venezuela, et l'Afrique, très vite, va devenir un pays où les pauvres Européens vont vouloir venir essayer d'avoir du travail. À vous de les accueillir avec amour. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que l'Afrique, Kama, continent colonisé et où beaucoup de journalistes et de médias sont asservis au pouvoir, et donc indirectement asservis aux anciens colonisateurs, les médias ont une importance cruciale, fondamentale, et en particulier les gens de télévision, et je voudrais remercier Alexis pour son courage, car je suis certain qu'il y a beaucoup de pression de la part des ambassades européennes, de la part des pouvoirs religieux, les chrétiens et tout ça, pour qu'on ne transmette pas mon verbe aux populations africaines. Et je tiens à féliciter, à remercier tout particulièrement Alexis pour avoir le courage de transmettre ces propos-là, qui lui, effectivement, peuvent lui attirer bien des désagréments parfois, mais c'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de centaines d'Alexis qui disent les vraies choses sans avoir peur de déplaire aux anciens colonisateurs et aux marionnettes qu'ils ont mis en place dans les gouvernements démocratiques africains. Jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine. Après avoir permis à la Guinée, son pays, d'accéder dès 1959 à l'ONU, après avoir, en tant que secrétaire général de l'OUA, symbolisé pendant près d'une décennie la diplomatie africaine, Diallo Telli, qui a choisi à la fin de son second mandat de rentrer dans son pays, malgré les mises en garde de ses proches et de quelques chefs d'État, voit se refermer sur lui l'étau dont lui parlaient toutes ces personnes. Il a été arrêté et enfermé sans même avoir été démis de ses fonctions de ministre de la Justice dans la sinistre prison du Camboiro. Et après quelques jours de torture, dont un passage à la cabine technique, il a craqué et lu les aveux que lui ont proposés les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger. Même si ces aveux, diffusés sur la puissante et très écoutée Radio Nationale, comportent de nombreuses incohérences, ils sont suffisants pour corroborer, pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président Sékou Touré. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les Peuls. Et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté. Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix. Nous ajoutons que vendredi prochain, 27 août, dans les mosquées de chaque PRL,
la Fatiha sera récitée collectivement pour maudire les racistes et les conduire à l'échec retentissant, pour maudire ceux qui les soutiennent en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans le monde, afin qu'ils aient toujours honte. Il faut que partout où celui-ci remue la tête ou la queue, partout où il présente le nez ou les oreilles, l'arme de la révolution soit là, prête à lui couper la tête, les bras, les jambes, la queue, en un mot, à le démantibuler complètement. Désormais donc, le Peul, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyre de Diallo Telli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles? On l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettres. Thierno Diallo Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père? Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant. De la minute où il est parti, j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du camp Boiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général passé, remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le camp Boiro, il y a des veuves qui ont dit « Non, la semaine dernière, on m'a demandé d'envoyer des chemises », alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas. Jusque dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo Telli. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres. Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pourrions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance. Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi, car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde. En vantant tes mérites créés de toutes pièces, la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée. En pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple, nous te rappelons que tu es encore utile à ta famille. Prêt à la révolution. Diallo Telli, qui trouve désormais son reconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. Et c'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait d'une de ses lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement entre nous, soyons sérieux. Tu sais que j'ignore tout ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54, au camp Boiro, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon Créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boiro et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre Créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis. Vive la justice et la liberté. » Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle,
ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. Barrage, barrage, barrage. Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être désormais hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana veut vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Bari, Savané Souleymane, Diallo Telli et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D, signifiant diète noire, est tracée sur leur porte, ce qui signifie qu'en fait, ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, en Guinée, à Conakry, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Savané qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Telli, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer l'air. Et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Porto Salva Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite? On l'a mis dans une couverture et sale et une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je... Les charniers. Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Thierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. L'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pieds sur le trou. Et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes. Pour besoin d'archives, nous l'avons enregistré sur film. Plusieurs mois après, la famille de Diallo Telli n'est toujours pas au courant de sa mort. Aucune information ne filtre de cette prison pourtant située en plein cœur de Conakry. Même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe. Comment expliquez-vous cela, Portos, vous qui avez finalement été libéré? On nous prévient à la libération. Si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp, je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre, on vous reprendra et cette fois-ci, ce sera sans pardon. Madame Kadoudiatou Diallo Telli, vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps, jusqu'en 1979? Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais vous savez, dans ces conditions-là, on se dit toujours, peut-être, on ne sait jamais. Mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diop Alassane. On n'a pas su qu'il était mort. Finalement, quand Diop Alassane est sorti de prison, un de mes enfants, l'aîné, a fui la Guinée et est arrivé à Dakar. Tierno a rencontré Diop Alassane qui lui a confirmé que son père était mort. C'est vous donc, Thierno Diallo Telli, qui informez votre mère de la mort de votre père? Dès que j'ai fui la Guinée en 1979, je suis arrivé à Dakar. L'ancien ministre Diop Alassane, qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée, avait été libéré à la demande du président Senghor et réexpédié dans son pays d'origine. Il m'a fait rechercher, amener chez lui et m'a informé que mon père était mort de faim et de soif le 1er mars 1977 au Maroc. Il était un des témoins oculaires, en même temps que le ministre Portos, le ministre Gomez, ils étaient tous là témoins. Malgré cette information, cette fuite que vont amplifier les médias internationaux, Sékou Touré continue de nier la mort de Diallo Telli. Il s'insurge contre la presse qui en fait mention.
26 mars 1984, moins de 7 ans après la mort de Diallo Telli, la radio nationale guinéenne annonce la mort de Sékou Touré, de suite d'un accident cardiaque. Quelques instants après cette annonce, l'une des premières décisions prises par le régime du colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir est l'ouverture du sinistre camp Boiro et la libération des détenus encore vivants. Il demande la réhabilitation des victimes et la restitution de leurs biens. Le monde entier découvre alors l'horreur du régime de celui qui avait symbolisé pendant un moment le panafricanisme et la résistance aux colons. Madame Kadidiatou Diallo Telli, après cela, avez-vous enfin eu des informations sur l'endroit exact où votre mari a été enterré? Nous avons entendu dire qu'il est enterré au cimetière de Nongo, dans la banlieue de Conakry. Nous n'avons jamais vu de tombe. Nous n'avons jamais eu une information sûre. On n'est même pas sûr qu'il est à Nongo. Nous avons demandé un certificat de décès. Jusqu'à ce jour, encore, on le demande et on ne l'a pas obtenu. Madame Kadidiatou Diallo Telli, je sais que vous vivez au Canada, mais êtes-vous souvent retournée en Guinée? Vous savez, j'ai la nationalité canadienne. J'étais à Conakry et l'ambassade du Canada m'a envoyé une commission discrète pour me demander de partir du pays. J'avais créé la fondation Diallo Telli et j'étais en train de mener cette fondation. Je pense que c'était un peu dérangeant pour le pouvoir et pour certains partis politiques. J'étais vraiment menacé et les Canadiens m'ont demandé de partir parce que la recherche des charniers, j'avais trouvé le charnier de Nongo, les 2 charniers à Kindia. Je commençais à être gênante et les Canadiens ont eu des informations qui les ont amenés à me demander de partir. J'ai donc quitté, ça fait près de 6 ans maintenant que je ne suis pas reparti à Conakry. On me dit que les choses évoluent. Ils sont ainsi plusieurs centaines en Guinée à ne pas savoir où ont été enterrés leurs proches. Aujourd'hui, ils ont créé une association des enfants des disparus du camp Boiro qui milite non seulement pour la réhabilitation de leurs parents, mais également pour que la lumière soit faite sur cette période et que les charniers soient tous montrés. Le ministère de la Réconciliation et de la Solidarité a même été récemment créé sur place par le régime Conté. Thierno Diallo Telli fait partie de l'association des enfants des victimes et des disparus du camp Boiro, qui a d'ailleurs été reçue par Madame Henriette Conté, la première dame. Nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait panser les plaies, mais dans la mesure où on respectait nos parents disparus. On cessait de les accuser de traîtrise, alors qu'aucun d'entre eux n'a été traître, aucun n'a été jugé. Ils ont été assassinés par un président et une assemblée nationale assassine, sans aucun procès, sans aucun secours judiciaire. Et ça, c'est de l'assassinat, c'est pas des jugements. Donc, nos appels aux radios libres de plusieurs enfants de disparus ont attiré l'attention de la première dame, Mme Henriette Conté, qui nous a demandé bien gentiment de venir lui rendre visite à sa résidence. Elle a reçu les familles des victimes, les enfants, les survivants, et les veuves, et elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de mamaya, j'appelle ça ici, c'est-à-dire de danse éhontée dans les rues de Conakry pour le 2 octobre, et qu'on n'aurait pas séché les larmes de nos mamans effleurées, les veuves du camp Boiro. Ce qui nous a vraiment réconfortés. Donc je n'ai pas été étonné vraiment que, probablement sur son insistance, donc nous avons obtenu enfin la création de ce ministère de la Réconciliation et de la Solidarité. Et je crois que c'est enfin le bon bout. Maintenant, oseront-ils aller jusqu'au bout parce qu'ils ont tellement embrassé et étreint Sékou Touré qu'il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là de lui cracher dessus. Sékou Touré est un assassin comme Adolf Hitler, comme Staline, comme beaucoup d'autres. Ah ah, toi là, moi je te soigne tous les jours et tu ne supportes pas la même équipe que moi, c'est ça. Aujourd'hui là, tu vas voir. Wallahi, docteur, j'ai fait un transfert. Maintenant je supporte la même équipe que toi, hein, docteur. Il étouffe. Il étouffe. Oh là, ne t'affole pas, c'est juste une mise en scène là. Il étouffe. Eric, viens, je t'ai apporté du pain 50 francs, plus un pot de yaourt. Qu'est-ce qu'on dit? Merci voisine d'avoir pensé à nous. Hé, Joe, regarde.
2 bandits agressent une pauvre dame. On va pas les laisser faire. Allons les attaquer. Relâche. C'est pas non. Ils sont 2. Alors que nous sommes tous seuls. Chut, tais-toi, regarde-moi. Papou, peux-tu me donner un nom d'animal qui commence par W? Oiseau, monsieur. Dans mon temple, après la quête, je dessine un cercle par terre et je jette l'argent en l'air. Ce qui tombe dans le cercle, c'est pour Dieu. Et ce qui reste en dehors, c'est pour moi. Hein? Alors que moi, je jette l'argent en l'air. Et ce qui reste en haut, c'est pour Dieu. Ce qui tombe par terre, c'est pour moi. Hé, Julien, tu salis la chaise là comme ça. Soulève tes pieds, je vais mettre le journal là. Ah. J'ai dit, toi là, où as-tu eu ton diplôme d'avocat? Plutôt que de compter sur ton système de défense, je ferais mieux de préparer mon évasion. Hein? Oubliez votre monnaie avant de partir? J'ai cru que c'était un pourboire. Toi, tu t'amuses. Dans crise là, où avez-vous vu qu'on donne pourboire? Rendez-moi ma monnaie, je vais partir. Je me souviens que j'arbitrais un match de foot. Et puis tout à coup, je me retrouve à l'hôpital. Au fait, qui sont ces gens à la fenêtre là? Ce sont les supporters qui t'ont mis dans cet état. Mais apparemment, ils n'ont pas l'air satisfaits. Hein? Écoute, réagis mon vieux. Tu ne veux pas continuer de te faire tabasser par un minable comme ça. Alors, tu as raison. Il est temps que je me défende. Grand prophète, grâce à vous, l'idée de me pendre ne m'habite plus. Que faut-il que je fasse maintenant? Si tu veux retrouver le goût de la vie, va et répands-toi, mon fils. Hé, papou, qui t'a fait ça? Si c'est encore un de tes amis, j'espère que tu t'es défendu, hein? Oui, papa, c'est encore un de mes camarades. Mais ne t'en fais pas. J'ai son oreille droite dans mon sac. Et toi là, je te préviens, si je ne suis pas beau dans la photo, je ne paye pas, hein? Et dans ce cas-là, tournez-vous, je préfère vous photographier de dos. Mon frère, pour une opération de 400 000, tu as donné 4 000 francs. C'est l'opération de 4 000 francs que je vais faire. Petit agent, petit travail. Si tu t'es plus réveillé, ça c'est pas mon problème. Oh, ok. Quel est le mouton qui a osé uriner sur mon mur? Ouais, y a quoi ici? C'est moi. Bon, je dis, quel est ce sale mouton qui a osé uriner sur mon mur? Je dis que c'est moi. Tu n'entends pas ou bien? Excusez-moi, monsieur, je ne parle pas de vous. Je parle du mouton qui a urné sur mon mur.